Traumatisme. Dissociation. 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 L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Emmanuel Faraus interviewera Pascal Brion sur les TCC. Emmanuel Faraus est psychologue clinicien spécialisé en traumatologie et addictologie, formé à l'EMDR et au TCC et membre du comité de l'AFTD. Bienvenue à vous deux, Emmanuel Faraus et Pascal Brion, et merci d'être là. Nous allons continuer notre série de podcasts consacrés aux thérapies centrées trauma avec la participation du professeur Pascal Brion, professeure à l'Université du Québec à Montréal et directrice du laboratoire de recherche Trauma et Résilience. Alors pour commencer, Pascal, j'ai envie de vous poser la question de comment sont nés les TCC du trauma. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu leur histoire ? Oui, alors écoutez, d'abord on va commencer par quel est l'historique en fait de la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique, parce qu'on sait que, probablement que ça a été vécu de tout temps. On connaît l'histoire qui a été jalonnée d'horreur et de guerre, et donc on peut imaginer que des êtres humains ont souffert de troubles de stress post-traumatique de tout temps. On peut se souvenir aussi des premières expériences d'accidentés de chemin de fer, où on a pu découvrir des symptômes tout à fait étranges chez ces personnes, où elles ont démontré des cauchemars terrifiants, de l'évitement du chemin de fer, et où les premières hypothèses étaient qu'il y a eu un éclat de métal qui a perforé le cerveau. Par la suite, des médecins ont accompagné évidemment les troupes au combat. Dans la Première Guerre mondiale, on a parlé de syndrome des tranchées pour définir l'ensemble de séquelles présentées par les militaires qui revenaient de cette grande guerre et qui présentaient, encore une fois, des cauchemars terrifiants, un évitement de tout ce qui était lié au combat, un sommeil perturbé. Et puis, on a parlé de syndrome des tranchées, mais on a aussi parlé de syndrome de la Grande Guerre. Et c'est resté un peu comme ça, sous-cliniquement intéressant au point de vue scientifique pour qu'on puisse reprendre l'étude de ce syndrome lors de la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a observé des symptômes similaires chez les personnes qui étaient au combat et qui ne voulaient plus retourner sur le champ de bataille. On a parlé à ce moment-là de névrose traumatique, de syndrome des camps de concentration pour parler de ces survivants des camps de la mort nazis. Par la suite, la guerre du Vietnam aux États-Unis a mis en évidence le très grand intérêt pour les rescapés de cette guerre horrible et toute la nation américaine a été très, très émue de voir comment leurs garçons, qui étaient pleins de vigueur pour partir à cette guerre, revenaient extrêmement traumatisés. Dans les mêmes années, on a fait un article en 1970 de Burgess et Armstrong qui remarquait des symptômes étonnamment similaires chez une population complètement différente qui sont les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, on a remarqué chez elles des cauchemars terrifiants, de l'évitement de tout ce qui était lié à l'agression sexuelle, un évitement des hommes, un évitement des circonstances qui étaient associées au trauma. Et on a donc reconnu le trouble de stress post-traumatique dans les années 80. Par la suite, énormément d'études se sont consacrées au trouble de stress post-traumatique et ont tenté de mieux comprendre les différents mécanismes sous-jacents au TSPT, particulièrement dans une approche de thérapie cognitivo-comportementale. Et on a pu identifier justement les mécanismes sous-jacents qui étaient propres à la TCC du trauma. Très bien. Pour continuer, Pascal, pourriez-vous nous expliquer les mécanismes en jeu
dans les TCC du trauma? Ou pour le dire autrement, comment ça fonctionne? Bien, justement, ça nous a beaucoup intéressé, tout ce qui était séquelles post-traumatiques. On s'est vraiment demandé pourquoi certaines victimes s'en sortaient mieux que d'autres, comment comprendre le développement de ces séquelles si importantes chez certaines, mais beaucoup moins chez d'autres. Et donc, on a développé l'étude de ces mécanismes et on a pu en identifier deux qui sont principaux au TCC. D'abord, développé par une très grande dame du trauma qui s'appelle Edna Foa, qui travaille en Pennsylvanie et qui a mis en évidence une structure de peur. Donc, lors d'un événement traumatique, on se crée une structure de peur. Cette structure est composée d'une multitude de conditionnements. Entre toutes les circonstances qui étaient présentes lors du trauma, le lieu, les couleurs, les voix, les bruits, les odeurs, les objets, les personnes qui étaient présentes lors de l'événement traumatique et la situation horrible, la signification de danger associée au trauma. Et par la suite, cette structure de peur va influencer l'intensité et la fréquence des symptômes post-traumatiques parce que, bien, elle peut être réactivée. Donc, si je suis en contact avec un élément qui était associé lors de l'événement traumatique, qui a été conditionné à l'horreur, à l'impuissance, à la sensation de menace à ma vie, la situation de danger. Mais par la suite, cet objet va acquérir les propriétés aversives qui étaient présentes lors du trauma. Un élément donc anodin, l'agresseur portait un chandail rouge, devient conditionné au pire événement de ma vie et par la suite, de voir un homme qui porte un chandail rouge pourrait provoquer donc chez moi des réactions conditionnées, des réactions de peur, des palpitations, des sueurs froides, des étourdissements, des tremblements, une impression très forte de devoir fuir la situation pour se mettre en sécurité. Donc, le premier mécanisme sous-jacent qui nous semble important à comprendre en TCC, c'est toute la structure de peur tout à fait particulière et unique de la victime que nous avons devant nous. Quelles sont les associations qui ont été faites lors du trauma qui continuent à influencer son quotidien, qui continuent à influencer son évitement, qui continuent à influencer ses mécanismes de peur, ses réactions d'anxiété. Et donc, on va conceptualiser la structure de peur de chacune des personnes que nous avons devant nous. Évidemment, à ce modèle tout à fait particulier d'Edna Foa se rajoute un modèle cognitiviste qui a été développé par un grand chercheur qui s'appelle Joseph, qui travaille au Royaume-Uni et qui met en évidence comment, évidemment, c'est très important de comprendre la structure de peur, de comprendre les associations conditionnées, de comprendre tous les objets, les situations qui sont associées au trauma et qui provoquent maintenant de l'anxiété, mais il rajoute une dimension cognitive. Qu'est-ce que la victime a pu interpréter lors de l'événement traumatique ou par la suite qui influence maintenant sa détresse? Quelles sont les pensées automatiques, ces interprétations? Quels sont ces biais cognitifs qui filtrent la réalité qui peut maintenant influencer sa détresse? Par exemple, il mentionne particulièrement d'être tout à fait alerte aux pensées négatives qui contiennent des mots absolus. Pascal, je ne m'en sortirai jamais. Pascal, c'est totalement de ma faute. Ces phrases qui sont crues par la victime peuvent évidemment entraîner des symptômes post-traumatiques et elles peuvent être assouplies par la suite dans un processus thérapeutique. Il s'intéresse particulièrement non pas seulement aux pensées négatives, mais il va aussi s'intéresser aux attributions causales. Comment la victime a interprété la cause de l'événement? S'attribue-t-elle une trop grande forme de responsabilité? Est-ce que nous pouvons aussi assouplir cette interprétation, cette attribution causale? Est-ce qu'elle s'attribue une part exagérée de blâme, de responsabilité qui affecte maintenant ses réactions? Pensées donc négatives qui sont vraiment mises sous la loupe en TCC ont un intérêt tout à fait particulier pour les attributions causales, mais aussi
sur le choc au point de vue des croyances fondamentales. En quoi l'événement traumatique a bouleversé, remis en question, confronté les croyances fondamentales de cette personne. Quelles sont ces remises en question au plan de sa vision de la société, de la vision du bien, du mal, de la nature humaine, du destin ou du rôle du hasard? Est-ce que ça a pu non seulement ébranler des interprétations quotidiennes, mais est-ce que l'événement traumatique a pu aussi ébranler des croyances qui sont associées à l'identité de la personne, à sa vision générale de voir le monde, de voir la société et de voir la nature humaine? Et donc, en TCC, on va s'intéresser à ces deux phénomènes, c'est-à-dire non seulement quelles sont toutes les associations conditionnées qui continuent à agir, qui entretiennent l'anxiété, qui renforcent l'évitement, mais aussi en quoi l'univers cognitif de la personne a été profondément ébranlé par l'expérience traumatique. Très bien, Pascal. Et du coup, au regard de ces explications sur les mécanismes donc en jeu dans le trauma, quelles sont les étapes d'une thérapie par TCC du trauma? Bien, question tout à fait intéressante, parce que elle peut avoir des particularités. En TCC, on va commencer par évidemment accueillir la personne, entendre ses motivations de consultation, entendre ses attentes face à la thérapie. On va passer par une étape de psychopédagogie, c'est-à-dire qu'on va tenter de répondre au mieux aux questions de la personne. Pascal, pourquoi ai-je ainsi paralysé, été en état de sidération lors de l'événement? Je ne me pardonne pas de ne pas avoir crié, de ne pas m'être défendu. Pourquoi mon entourage réagit-il ainsi? À quoi servent mes symptômes post-traumatiques? Quelles en sont les fonctions, les significations? Pourquoi est-ce que je souffre davantage qu'une collègue qui semble apparemment avoir vécu le même événement que moi? Donc, on va tout d'abord répondre beaucoup aux questions de la victime, lui partager notre compréhension de l'impact de l'événement sur sa vie, des mécanismes en jeu, lui partager aussi notre compréhension de ce qui pourrait l'aider si elle continue à travailler avec nous. Et donc, cette section de psychopédagogie est vraiment dans un esprit d'équipe, dans un esprit de présentation, nous met en évidence, en fait, les éléments importants que la personne devrait connaître. Suite à ceci, on va vraiment passer sur une dimension importante qui est le travail des émotions. C'est-à-dire que, évidemment, on va accueillir la personne avec ses sensations de tristesse, ses émotions de colère, ses émotions de trahison, son impuissance vécue, et on va l'aider à améliorer son processus émotionnel. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle puisse davantage être connectée à ses sensations physiques, qu'elle puisse davantage les nommer, qu'elle soit davantage capable de les identifier avec précision, qu'elle soit aussi capable de les accueillir sans honte, sans culpabilité, sans jugement ou sans crainte. Et enfin, on va travailler à ce qu'elle puisse davantage les exprimer dans notre bureau, mais aussi à l'extérieur, qu'elle puisse continuer à entretenir son réseau social, même quand elle ne va pas bien. Donc, d'abord, tout un processus de répondre aux questions, de partage de de connaissances. Dans un esprit d'équipe, on veut que la personne soit la mieux placée pour comprendre sa situation, diminuer sa culpabilité, sa honte, et aussi améliorer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la résilience naturelle de la personne en travaillant tout son processus émotionnel. Suite à cela, on va travailler toutes les cognitions, c'est-à-dire les pensées négatives dont on vient de parler. On va essayer d'assouplir les attributions causales. On va essayer de mieux comprendre le choc que l'événement a pu avoir sur les croyances fondamentales. Alors, on va avoir tout ce processus cognitif et habituellement, on termine avec toutes les stratégies qui visent la structure de peur, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'améliorer le contact de la personne avec des situations évitées
On veut favoriser qu'elles puissent avoir une meilleure digestion émotionnelle. Et c'est là qu'on va faire des exercices d'exposition avec la victime. Donc, on peut faire de l'exposition in vivo. Donc, in vivo, ça veut dire en présentiel, à l'extérieur, de façon très graduée, de façon très douce. On va demander à la victime si elle accepte de s'exposer avec nous en douceur à l'extérieur. Donc, à regarder de loin une banque pour ensuite s'en approcher tranquillement au fur et à mesure des séances. Se rendre doucement devant une station de métro sans d'abord la prendre, pour ensuite tranquillement pouvoir reprendre le trajet qui nous mène jusqu'au travail. Donc, on va essayer justement de pouvoir aborder ces dimensions-là importantes d'exposition in vivo avec elle, en collaboration, pour qu'elle puisse retrouver une qualité de vie et qu'elle puisse diminuer son évitement, mais aussi reprendre des activités quotidiennes. Et puis, à cela, il peut se greffer aussi des expositions aux souvenirs du trauma, des stratégies très, très pointues qu'on utilise pour pouvoir revisiter l'événement traumatique, faire en sorte que je puisse davantage l'intégrer dans mon chaîne de croyances antérieures, que je puisse davantage digérer sa signification. Et puis, on peut même rajouter des stratégies puissantes pour travailler les cauchemars en particulier. On appelle ça l'IRT ou l'exposition au scénario modifié du cauchemar pour les victimes qui présentent des nuits très agitées ou qui ont des cauchemars envahissants. Puis on peut utiliser évidemment ces stratégies beaucoup plus pointues. Très bien. Comment est-ce qu'on choisit son praticien en TCC du trauma? Bien, en fait, on va utiliser les mêmes critères que pour plusieurs autres thérapeutes. C'est-à-dire que d'abord, on veut s'assurer qu'on est dans une relation de confiance, qu'on a l'impression que la personne que nous avons devant nous est une personne qui est capable, n'a pas peur de l'exposition, qu'elle va nous présenter des lectures, des exercices, qu'elle va être dans l'action, qu'elle va s'intéresser à la structure de peur, mais aussi à toutes les dimensions cognitives, qu'elle est capable de nous transmettre de l'information intéressante, tout en investissant dans la relation. Donc, est-ce que c'est une personne qui se présente, qui est capable d'une relation bienveillante, qui est une relation saine? Est-ce qu'on a l'impression qu'elle applique elle-même les stratégies qu'elle nous propose avec simplicité, avec humilité, avec positivisme aussi. Donc, le plus important, en fait, c'est de trouver quelqu'un qui partage cette vision des choses. Hein. Si vous sentez que vous avez tout à fait l'intérêt de pouvoir être traité en TCC, que vous adhérez à ces mécanismes sous-jacents, bien non seulement vous allez trouver un praticien qui partage cette même vision des choses, mais aussi qui possède des qualités humaines qui font en sorte que vous avez envie de vous confier, que vous avez confiance en cette personne pour pouvoir faire les exercices d'exposition, pour pouvoir aller à l'extérieur, pour pouvoir confronter des endroits qui sont tout particulièrement douloureux pour vous, en toute confiance, en abandon et en sentant qu'elle est capable de bienveillance envers vous. Mm-hmm. Alors, vos ouvrages, Pascal, sont incontournables. Est-ce que je peux vous inviter à les citer à nouveau? Parce qu'il y en a qui sont consacrés à la pratique donc des TCC pour le grand public et d'autres qui sont réservés aux praticiens. Oui, bien écoutez, il y a donc 4 ouvrages que j'ai écrits ces dernières années. Le premier, un ouvrage grand public pour les victimes qui s'appelle « Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et à faire confiance », qui est vraiment pour les personnes qui ont vécu un événement traumatique. Le deuxième, qui s'appelle « Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique », dont juste au titre, vous pouvez vous douter que c'est un ouvrage qui est en intention des praticiens, des cliniciens, des soignants et qui est beaucoup plus consistant en termes d'études scientifiques et de rapports de recherche. Au fur et à mesure des années, j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant « Pascal, je sais que tu travailles avec des victimes qui ont vécu un événement, qui ont bouleversé leur vie et leur intégrité physique, qui ont
vécu un événement donc qui a été particulièrement menaçant au plan de leur vie. Moi, je n'ai pas senti ma vie menacée, mais j'ai perdu un être cher. Et quand je vais dans des groupes de deuil, je ne me retrouve pas nécessairement dans ces groupes de deuil parce que on va me parler des 5 étapes de deuil, mais moi, mon conjoint, il a été assassiné, ou mon fils s'est suicidé, ou j'ai perdu ma fille dans un accident soudain. Et je me suis donc beaucoup intéressée aussi à ce groupe de personnes d'endeuillés tout à fait particuliers qui ont perdu leur être cher dans des circonstances tragiques ou traumatiques et qui présentent donc non seulement des symptômes de deuil, mais aussi des symptômes post-traumatiques majeurs. Et ça a été l'objet d'un 3e livre qui s'appelle « Quand la mort est traumatique », qui est conçu comme un livre de chevet pour pouvoir accompagner ce deuil tout à fait particulier lors de situations tragiques. Et puis le 4e, si vous êtes vous-même soignant ou clinicien et que vous accompagnez régulièrement des victimes, comment maintenir notre vitalité dans ce métier qui est si fascinant et nourrissant, mais qui peut être aussi exigeant. C'est un livre qui s'appelle « Entretenir ma vitalité d'aidant » pour pouvoir diminuer notre détresse professionnelle et maximiser notre vitalité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pascale, pour ce partage et puis votre contribution à mieux comprendre comment traiter les traumatismes. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Le podcast Dissociation, Au pluriel. est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lecliec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Pascal Brion et Emmanuel Faraus et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, nous écouterons la docteure Isabelle Roy interviewer la passionnante Christy Boucher-Rérol au sujet de la mindfulness. Merci de votre écoute et à très vite.